à vous, Nicolas Tenzer. Merci Bonjour. beaucoup d'être notre invité. Enseignant à Sciences Po et auteur du blog Politique Internationale, Tenzer Stratégie. Vous êtes également auteur de Notre guerre, le crime et l'oubli, pour une pensée stratégique aux éditions de l'Observatoire. Alors, on va écouter une toute dernière déclaration qui nous vient de Russie. Regardez. Poutine est prêt. Nous attendons des signaux. Tout le monde est prêt. Dès que nous saurons quelque chose, nous vous en informerons. Bon, c'est quoi, selon vous, la chorégraphie qui est en train de s'orchestrer là en ce moment entre les deux hommes? Et pensez-vous qu'effectivement, Trump serait l'homme qui pourrait faire plier Poutine? Alors, d'abord, effectivement, je pense que ce sont des déclarations des uns et des autres où chacun ne veut pas apparaître comme celui qui refuse de discuter avec l'autre. D'accord. Bon, ça, je pense que c'est clair du côté du Kremlin. Maintenant, est-ce que Trump peut faire plier Poutine? Alors, d'abord, il le peut, factuellement, militairement, en termes de puissance, parce que malgré tout, la puissance américaine, ça n'a rien à voir, ni sur le plan militaire, ni sur le plan économique, ni sur le plan technologique, avec la fausse puissance russe. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a intérêt, c'est-à-dire que s'il veut effectivement contrer, comme il le dit clairement depuis toujours, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, il ne peut pas se montrer faible vis-à-vis de la Russie de Poutine. Troisièmement, est-ce qu'il le fera ? Ça, c'est autre chose. Parce que c'est quelqu'un, Trump, qui n'a absolument aucune notion et aucun intérêt pour le droit international. Oui, mais beaucoup disent qu'en revanche, quand il dit « je veux être un pacificateur, un unificateur », beaucoup disent qu'effectivement, alors ça semble un peu enfantin de le dire, mais qu'il n'aime pas la guerre, qu'il n'a pas intérêt à la guerre, qu'il lui, il a besoin de la paix. Et si on ne parle pas d'accord de paix, au moins de deal, en tant que businessman qu'il est. Voilà, de deal, mais alors qu'est-ce que ça veut dire que le deal? Est-ce que d'abord le deal, c'est la fin de la guerre? C'est-à-dire, est-ce que même un cessez-le-feu, c'est la fin de la guerre? Ou bien est-ce que c'est la préparation d'une guerre encore plus brutale, encore plus élargie, encore plus meurtrière? Et c'est ça le vrai sujet. C'est-à-dire que si Trump dit on va essayer de pousser l'Ukraine à faire soi-disant la paix, mais on n'accepte aucune garantie de sécurité, on n'accepte pas de troupes de pays de l'OTAN au sein de l'Ukraine, etc., ça veut dire que Poutine se réarme dans les 3 ou 4 ans qui viennent et qu'ensuite il continue, il va réattaquer l'Ukraine, il va attaquer l'Europe, etc. Donc je pense qu'il y a suffisamment de personnes autour de Trump, notamment le général Keith Kellogg et quelques autres, qui l'ont dit assez clairement. Est-ce que c'est entré, je dirais, dans sa tête ou dans ses réflexions, cette vision de moyen-long terme, ou est-ce qu'il est sur une sorte de deal à court terme? Et puis aussi, Trump, quand même, c'est d'abord l'homme fort, qui se prétend l'homme fort, qui veut apparaître comme celui qui impose. Voilà. Et s'il impose une paix faible à Poutine, où finalement la Russie remporte, je dirais, des avantages conséquents, ça ne va pas vraiment le conforter dans cette image. Alors je vous soumets une autre chorégraphie en 2 actes ces dernières heures. Alors nous avons intérêt à lancer le processus de négociation sur le désarmement nucléaire au plus vite. C'est également ce que vient de déclarer Dmitri Peskov. La balle est dans le camp des Américains qui ont suspendu tous les contacts substantiels. Nous avons intérêt à lancer le processus de négociation sur le désarmement nucléaire. Acte 1. On remonte un tout petit peu dans le temps, il y a quelques heures. Donald Trump disait quoi à Davos? Il faut parler de dénucléarisation du monde. Poutine est prêt à le faire. Parlons-en. On écoute Donald Trump. Nous aimerions voir une dénucléarisation. En fait, avec le président Poutine, lors de mon précédent mandat, nous avions parlé de dénucléarisation de nos 2 pays. Et la Chine nous accompagnerait dans le processus. Là encore, expliquez-nous ce qui se joue. J'ai parlé de chorégraphie, c'est peut-être complètement à côté de la plaque d'ailleurs. C'est peut-être pas chorégraphié, c'est juste qu'effectivement, ils nous utilisent actuellement pour s'envoyer les messages sur la scène internationale. Réponse du berger à la bergère. Oui, parce qu'il y a un jeu, alors notamment du côté du Kremlin, c'est celui qui veut toujours la paix, qui ne veut pas prendre le risque de confrontation nucléaire, après, de fait, avoir violé le traité sur les armes intermédiaires, dont après d'ailleurs les États-Unis sont sortis parce que ce traité n'avait plus aucun sens. Et c'est quand même celui qui, enfin le Kremlin, j'entends, qui depuis bien avant d'ailleurs le déclenchement de la guerre totale contre l'Ukraine, donc avant 2022, utilise encore la menace nucléaire comme la menace suprême. Donc je veux dire, tout ceci, effectivement, comme vous dites très justement, c'est une sorte de chorégraphie. Maintenant, c'est vrai que la Russie, d'une certaine manière, a intérêt, bien sûr, je dirais, elle aurait intérêt à entrer dans ce jeu-là, parce que sur le plan de la confrontation nucléaire aujourd'hui,
ceux qui ont vraiment la capacité de frapper, qui ont les technologies, qui sont capables d'investir, d'innover, ce sont les États-Unis, ce n'est pas la Russie. La Russie, évidemment, a une masse d'ogives nucléaires, oui, bien sûr, extrêmement dangereuses, mais en même temps, d'abord, on ne sait pas exactement dans quelles conditions elles fonctionnent, et pour les prochaines étapes, ce sont les États-Unis qui maîtrisent les processus. Il y a quelques mois, vous aviez dit, avec Trump au pouvoir, il y aura du champagne au Kremlin. Et je vous propose d'écouter Donald Trump dans certaines de ses interventions ces derniers jours, et on va s'interroger sur le ton de Trump, les mots qu'il utilise pour parler de Poutine. Regardez. Je dois parler au président Poutine, mais il ne peut pas être ravi. Il ne se débrouille pas très bien. Certes, il se démène, mais la plupart des gens pensaient que la guerre serait terminée au bout d'une semaine. Et maintenant, c'est parti pour 3 ans. Il ne peut donc pas être ravi. Cela ne lui donne pas une très bonne image. Il ne se débrouille pas bien, une mauvaise image, des coups de pression sur de probables sanctions. Il y a quelque temps, il y avait quand même pas mal de monde sur ce plateau pour dire que Trump était quasi vassalisé par Poutine. On se disait presque que Poutine tenait Trump. Là, il a l'air plutôt décomplexé, Donald Trump. On s'est trompé ? Alors, on ne s'est pas trompé dans la mesure où il est toujours vrai que les liens entre Trump et son entourage et la Russie, et notamment l'entourage de Poutine, sont forts. Ils ont été très bien démontrés. Je rappelle notamment le film récent d'Antoine Vitkin, le livre de Régis Janté, sur Notre-Dame à Washington. Bon, je veux dire, tout ceci, tous les faits sont établis. Il y a des liens extrêmement forts. En même temps, Trump, je dirais aujourd'hui, par rapport à la possibilité, vous savez, d'un compromat, certains évoquaient des documents que Poutine aurait sur Trump. En fait, ils s'en moquent complètement. Parce que Trump se considère comme de toute manière totalement intouchable. Il se sent intouchable d'ailleurs sur le plan judiciaire, sur le plan interne, mais il sent effectivement que même s'il y avait des scandales quelconques qui apparaissaient en lien avec le Kremlin, ça n'aurait strictement aucune importance. Alors le ton, vous avez raison, n'est pas extrêmement aimable vis-à-vis de Poutine. En revanche, rappelez-vous la phrase de Joe Biden, « Poutine, the killer », le tueur. Trump n'a pas dit cela. Trump n'a pas rappelé les crimes de guerre, crimes contre l'humanité massifs de Poutine, que ce soit en Géorgie, en Ukraine, en Syrie, etc. Donc il est toujours sur un registre. Effectivement, en gros, c'est un petit. Il perd, c'est un loser dans la rhétorique trumpienne, mais ce n'est pas le langage effectivement de la condamnation. C'est ça qui est aussi frappant. Nicolas Tenzer, ces mots maintenant qui vont vous faire bondir, j'ai aucun doute sur la question. L'Ukraine a perdu la guerre. C'est ce que pense et c'est ce que dit Romuald Siora, qui était notre invité sur ce plateau cette semaine. Il est directeur de l'Observatoire géostratégique des États-Unis pour l'IRIS. Et par ailleurs, il est également un peu ukrainien. Et regardez donc ce qu'il nous a dit. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. L'Ukraine a perdu la guerre. L'Ukraine ne peut pas gagner la guerre, c'est fini. Trump n'a donc aucun intérêt à ce que cette situation se prolonge. Si un traité, si une paix ou un conflit gelé devait arriver tard, c'est-à-dire à l'automne, ce qui sera une défaite, puisque de toute façon ces accords vont se faire au détriment de l'Ukraine, lui serait imputé. Par contre, s'il réussit à obtenir quelque chose d'ici l'été, même vers le printemps, ce qui me semble possible, il sera considéré par les États-Unis comme l'homme qui aura empêché une guerre thermonucléaire, pour reprendre ses expressions, et la défaite sera imputée à Biden, ce qui est d'ailleurs un petit peu vrai. L'Ukraine a perdu la guerre. C'est tout ce contre quoi vous vous battez. Mais bon, après, il a tout un argumentaire pour dire pourquoi Trump devrait agir de telle ou telle manière. Oui, alors je pense que c'est tout simplement faux. C'est pas uniquement, certains disent oui, c'est la méthode Coué. Non, alors la situation était très difficile pour les Ukrainiens sur le front, tout ça on le sait bien sûr. Mais quand on voit aujourd'hui, d'abord, l'Ukraine est aujourd'hui capable d'aligner beaucoup plus de soldats, c'est assez paradoxal, cette petite nation qui est 3 fois plus petite que la Russie, plus de soldats que la Russie elle-même. Deuxièmement, quand vous voyez je dirais, les progressions russes. Celle de l'année dernière, c'était quelque chose comme 3865 km² conquis. C'est 0,6% du territoire ukrainien. C'est quand même très peu pour cette soi-disant seconde armée du monde. Quand vous voyez que les Ukrainiens réussissent à rester à Koursk, quand même dans cette région de Russie qu'ils occupent, ils ne sont même pas délogés par les Russes. Je veux dire, c'est une capacité de résistance. Quand vous voyez aujourd'hui tout ce que l'Ukraine est capable de faire, toute seule, je dis bien toute seule, sans le secours des Occidentaux, en termes de fabrication de drones, 3 millions de drones qui seront produits cette année, en termes de maintenant de fabrication de missiles. Et là aussi, je veux dire, vous avez vraiment l'impression que si ça durait encore pendant 2 ans et demi, 3 ans, alors ce serait encore une fois terrible pour les Ukrainiens. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas de pertes monstrueuses, oui, bien sûr, il y en aura, mais
l'Ukraine peut tout simplement vraiment gagner la guerre et emporter. Si, bien sûr, quand même, nous, occidentaux, et notamment européens, même si les États-Unis nous lâchent, continuons quand même à fournir le plus possible d'armes, bien sûr, à l'Ukraine. Mais je veux dire, l'idée l'Ukraine a perdu, ça c'est du défaitisme. Alors ce qui est intéressant, je ne connais pas du tout cette personne, donc je n'ai pas du tout d'avis sur la personne en question, mais c'est quand même un discours qu'on entend énormément du côté d'un certain nombre de relais du Kremlin. C'est cette méthode de défaitisme. Vous savez, dans les récits... Je crois que c'est vraiment pas quelque chose qui s'applique à cette chercheur. Non, mais c'est pour ça que je ne le connais pas, donc je ne veux absolument pas personnaliser. Mais je sais que pour certains, c'est aussi, je dirais, une stratégie. C'est parce que dire, voilà, ne cherchez pas à aider plus l'Ukraine, de toute manière, c'est terminé. En l'occurrence, en plus, je le précisais, il est en partie ukrainien. Donc vous comprenez, en plus de là où il parle, ça a un sens encore plus profond de l'entendre prononcer ces quelques mots. Xavier de Giacomoni. Nicolas Tenzer, je partage tout ce que vous venez de dire, mais en revanche, est-ce que ce n'est pas Trump qui va faire perdre l'Ukraine, à vouloir chercher à tout prix un compromis, un gel du conflit, une paix introuvable, uniquement pour satisfaire un peu son ego et pour pouvoir un jour prétendre à ce qu'il chérit le plus, en fait, aujourd'hui, un prix Nobel de la paix? Alors, ça dépend évidemment de ce qu'il va faire. Et aujourd'hui, on ne le sait pas. Et oui, c'est ça. Parce qu'on a quand même un flou sur, concrètement, il a dit à Keith Kellogg, donc son conseiller pour l'Ukraine, voilà, dans les 100 jours, vous allez, en gros, nous résoudre le problème. Hein. C'est ça. Et puis sinon, you're fired. On puisse faire du business. On a un peu l'impression qu'il y a du Trump dans sa méthode habituelle là-dedans. Le vrai sujet, c'est que si, effectivement, il cède devant Poutine en disant concession sur les territoires, tout ce que l'Ukraine a perdu, qui est dans la main des Russes, on les laisse. Premièrement. Deuxièmement, démilitarisation et pas de forces de sécurité des pays de l'OTAN, des pays de l'Union européenne. Enfin, donc, en gros, ce que suggèrent Emmanuel Macron et Keir Starmer, le Premier ministre britannique. Non, ça, c'est pas possible, on n'en veut pas. Effectivement, dans ce cas-là, l'Ukraine a perdu, sauf que est-ce que l'Ukraine va accepter? Est-ce que les Européens, c'est quand même très important, parce qu'on se dit toujours c'est une sorte de face-à-face entre Poutine et Trump qui vont s'entendre sur le dos de l'Ukraine et puis il n'y a pas d'autres acteurs. Non, vous avez quand même les Européens derrière. Et les Européens ont quand même les moyens de dire attendez, non, ça nous ne voulons pas. C'est d'ailleurs ce que rappelait récemment le président de la République. C'est une phrase un peu convenue, mais qui est quand même importante. D'abord, rien sur l'Ukraine sans les Ukrainiens et rien sur l'Europe, et l'Ukraine est en Europe, sans les Européens. Et ça me paraît tout à fait fondamental. Et deuxième remarque, effectivement, très rapidement, il y a deux manières de perdre. Et c'est là, effectivement, qu'on a une crainte sur Trump. Première manière de perdre, c'est de perdre parce qu'on perd la légitimité en termes de respect du droit international. Je disais tout à l'heure, Trump, le droit international, le droit en général, sur le plan interne ou extérieur, il s'en moque complètement. On a vu avec les épisodes du Groenland, du Panama, etc. Et là, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'on donne finalement à l'agresseur une sorte de prime. Deuxièmement, il y a le droit humanitaire. C'est-à-dire que si on cède aujourd'hui à la Russie en disant mais vous allez conserver les territoires, il ne faut jamais oublier que derrière, vous avez, c'est bien documenté, tous les jours, des viols, des exécutions sommaires, des déportations d'enfants, des tortures. Donc on donne à Poutine, et Trump en l'occurrence, dit à Poutine, vous avez le droit de continuer à commettre vos exactions dans les territoires. Nicolas Tenzer, puisque vous parlez de l'Europe, Volodymyr Zelensky, pour la première fois, il a avancé un chiffre du contingent de troupes européennes qui serait nécessaire selon lui pour assurer la suite. 200 000. 200 000. 200 000, c'est le minimum, dit-il. C'est le minimum, sinon ça ne sert à rien. Sinon, c'est comme ce que nous avions avec l'OSCE, et personne ne savait comment nous aider. C'était juste des gars dans des bureaux. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est imaginable? 200 000 ? Alors, 200 000, honnêtement, je vais le dire, ça me paraît aujourd'hui probablement excessif. C'est la taille de l'armée française, à peu près, hein, soyons clairs. C'est effectivement aujourd'hui très difficile parce que sachant que quand on dit sur le terrain 200 000 personnes, ça veut dire que vous avez 400 000 soldats qui, dans les différents pays européens, sont prêts à partir. Parce que vous avez toujours, par définition, pour la rotation. Je ne sais pas s'il parle de rotation. Voilà, ouais. Et c'est nécessaire. Hein, bon. Donc, ça me paraît extrêmement, je dirais, difficile. Moi, je considère que si on arrive à aligner, ça me paraît beaucoup plus réaliste, malgré tout, 100 000 personnes, c'est-à-dire qu'on a 200 000 personnes dans les différents pays européens, puisque les États-Unis, apparemment, n'iront pas. On les a pas voilà, c'est monter en puissance. Moi, pour l'instant, je dirais 100 000, ça me paraissait possible. Moi, je tablais avant, dans toutes les déclarations que j'ai pu faire personnellement, sur 50 000. Si on avait 50 000, et là, ça me paraît totalement faisable, pour le coup, ça fait 100 000 personnes mobilisées. Mais ça suffit, en fait. Voilà. Attendez, ça dépend quelle est la mission. Ça dépend quelle est la mission. Si la mission, c'est
essentiellement dissuader la Russie de frapper sur des zones, et notamment sur les bâtiments civils, parce qu'il y a trop de risques d'atteindre ces personnes. 50 000, honnêtement, ça suffit. Si c'est engager, le cas échéant, un combat avec la Russie ou un combat au sol, c'est autre chose. Et deuxièmement, on parle de troupes au sol. Oui. Après, il y a aussi tout ce qu'on peut dire en termes de signaux, en termes de forces aériennes. Et là, c'est tout à fait autre chose. Je veux dire, on a quand même, nous, Français, nous avons des Rafales, les autres pays européens ont des avions de chasse, en disant, si vous touchez aux personnes qui sont là, si vous frappez, écoutez, nous, on a des forces chez nous. Et on les envoie en Ukraine. Nicolas Tanner, je ne veux pas vous presser, mais on n'a plus beaucoup de temps. Non, je vous en prie. J'essaye d'expliquer. Mais vous avez bien raison. Et moi, je suis désolée, mais il y a vraiment deux questions qui, à mon avis, semblent importantes à vous poser. Donc, je préfère être transparente sur l'exercice. Je vous en prie. Les services secrets européens donnent l'alarme. Une attaque russe est possible dès 2028. C'est la chef de la diplomatie européenne, Madame Kallas, qui dit que l'Europe doit agir dès maintenant pour prévenir cette menace potentielle. On est dans l'excès et la dramatisation. Non, Kaja Kallas ne répète que ce qu'ont dit les chefs de services de renseignement allemands et le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, déjà il y a plusieurs mois. Et je veux dire, c'est quelque chose de parfaitement évident. Et quel type d'attaque russe est possible ? Alors, premièrement, il y a une attaque toujours sur un des pays dont est originaire Kaja Kallas, qui est l'Estonie, par exemple. C'est possible aussi sur la Finlande, c'est plus difficile parce que les Finlandes sont beaucoup plus nombreux et extrêmement près. Et là, on peut parfaitement dire, voilà, qu'est-ce qui se passe si vous avez des troupes dans 4 ans ou 5 ans, pas aujourd'hui, qui attaquent Tallinn, donc voilà, l'Estonie. Comment est-ce que nous réagissons ? Nous n'allons pas réagir en disant on va vous jeter une bombe nucléaire, parce que c'est pas de la dissuasion nucléaire, c'est de la dissuasion conventionnelle, c'est-à-dire qu'il va falloir envoyer des troupes européennes ou des troupes des pays de l'OTAN pour combattre les Russes. Là, voilà. Et donc, est-ce que nous sommes prêts ou pas ? Quand on voit les réserves faibles d'obus que les pays européens ont, alors je ne parle pas encore une fois des missiles malgré tout, voilà. On est vraiment alarmé. Il faut passer en économie de guerre, urgemment. Question économie, mais là on parle de Trump, maintenant on change de dossier. Oui, des risques de guerre commerciale. Donald Trump, hier, dit « J'aimerais mieux ne pas utiliser les tarifs douaniers envers la Chine ». Et la Chine dit ce matin « On peut discuter, on peut rentrer dans la négociation ». Dans quelle mesure est-ce que c'est de la posture, selon vous, du bras de fer ? Et dans quelle mesure est-ce qu'une guerre commerciale intense se profile ? Disons, une guerre commerciale intense, ce n'est jamais bon. Pour ni l'Europe, ni d'ailleurs les États-Unis, parce que vous allez avoir un choc inflationniste, je dirais, aux États-Unis, qui me paraît extrêmement inquiétant si Trump va, c'est ce que disent la plupart des économistes, jusqu'au bout, effectivement, je dirais, de tout cela. Ça veut dire aussi que vous allez amplifier, je dirais, les conflits, les tensions, vous allez être entré dans un univers beaucoup plus délicat. Alors je ne dis pas qu'il faut s'entendre surtout avec la Chine, mais aujourd'hui, on n'a pas intérêt, je dirais, à forcer, encore une fois, les conflits entre les uns et les autres. Et puis vous avez comme des pays tiers. Comment l'Europe, effectivement, va réagir ? Alors, effectivement, les droits de douane prévus sur l'Europe sont moins forts que ceux sur la Chine, mais quand même, je dirais, l'impact que ça pourrait avoir sur l'économie chinoise, vu son importance, ça a des conséquences immédiates, effectivement, sur l'Europe, mais encore plus, soyons clairs, sur l'Afrique et sur l'Amérique latine. Donc cette désorganisation commerciale, ça crée une sorte d'exacerbation effectivement des tensions, voilà, et ça crée un univers beaucoup plus imprévisible pour les chefs d'entreprise, les acteurs économiques. Donc comment est-ce qu'ils vont investir sur le long terme ? C'est extrêmement délicat. Bon, vous ne m'en voulez pas de vous avoir pressé ? Non, je vous en prie. Bon, merci, ça ne sera pas retenu contre moi. Bien sûr, merci à vous, Amélie. Merci, je suis soulagée. Nicolas Tanner, merci d'avoir été notre invité. Merci à vous et merci à vous de nous regarder.